Mon mari s'est penché et a murmuré, « Essaie de ne pas m'embarrasser. Ces gens sont bien au-dessus de ton niveau. » Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste avancé à ses côtés. Mais quand un général 4 étoiles s'est précipité, m'a serré la main et a dit, « Valkyrie, nous attendions tous de te rencontrer », son visage est devenu pâle. Au moment où mon mari s'est penché et a murmuré, « Essaie de ne pas m'embarrasser ce soir », j'aurais dû lui dire d'aller au diable. Au lieu de cela, j'ai souri. Ce fut ma première erreur. Nous étions assis dans sa Mercedes noire devant un domaine fermé à Versailles, en attente d'un jeune valet qui semblait assez jeune pour avoir besoin d'une permission pour se raser. La pluie tapait doucement contre le pare-brise. Mon genou droit me lançait à cause du trajet depuis Flandre, et le temps humide n'aidait pas. Eric ajusta sa cravate dans le rétroviseur pour la 3e fois. « Ça va ?» demanda-t-il, mais pas de la manière dont les gens demandent quand ils s'inquiètent réellement. « Dans quel sens ? Tu as l'air ?» Il jeta un coup d'œil à mon attelle de genou qui dépassait sous l'ourlet de ma robe bleu marine. Tendu. J'ai 43 ans avec le kilométrage de l'armée et un mauvais cartilage. Être tendu est ma configuration d'usine maintenant. Il soupira par le nez. Dana, ce soir compte. Je regardais le manoir, brillant d'or contre le ciel sombre. De grandes colonnes blanches. Trop de fenêtres. Un de ces endroits où chaque pièce sentait probablement légèrement les bougies chères et l'argent ancien. Je suis sûr que ça compte plus pour toi que pour moi. Ce n'est pas juste. Je me tournai lentement vers lui. Tu m'as dit de ne pas t'embarrasser avant même que nous sortions de la voiture. Eric se frotta le front comme si je l'épuisais déjà. Ce sont des gens importants. Encore. Quoi ? Des gens importants ? Je haussai légèrement les épaules. Toujours intéressant d'entendre qui compte. Il me fixa une seconde, puis secoua la tête. Tu sais ce que je veux dire ? Non, dis-je doucement. Je sais exactement ce que tu veux dire. Le valet ouvrit finalement ma portière. L'air froid me frappa le visage. Mon genou aboya la seconde où je me levai. Eric baissa immédiatement la voix. S'il te plaît, ne parle pas de tes opérations ce soir. Je clignai des yeux. Mes opérations ? Les gens ne veulent pas de conversation déprimante au dîner. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai attrapé ma canne sur la banquette arrière. Cela l'embarrassa plus que tout ce que j'aurais pu dire. À l'intérieur, la maison ressemblait exactement à la façon dont les riches entrepreneurs de la défense pensent que les gens riches devraient vivre. Des sols en marbre, des peintures à l'huile, des lustres en cristal de la taille de bateaux de pêche, un quatuor à cordes jouant près de l'escalier tandis que des serveurs flottaient en portant de minuscules gâteaux de crabe sur des plateaux en argent. Tout le monde parlait trop fort. Ce genre de faux volume que les gens utilisent quand ils essaient d'avoir l'air réussi. Eric se transforma presque immédiatement. Ses épaules se redressèrent. Son rire devint plus profond. Il commença à serrer des mains avant même que nous ayons complètement pénétré dans la salle de bal. Député, colonel, ravi de vous voir, mon vieux. Je le regardais devenir quelqu'un d'autre en temps réel. Ou peut-être que c'était lui maintenant. Une femme blonde en robe argentée traversa la pièce et toucha le bras d'Eric comme si elle l'avait déjà fait. « Te voilà, dit-elle. Je pensais que tu nous avais laissé tomber. » Eric sourit plus largement qu'il ne l'avait fait de toute la semaine. Marissa Vallée, sa collaboratrice. C'était le titre officiel. Marissa Vallée avait environ 34 ans. Cheveux parfaits, dents parfaites. Une de ces femmes qui ne semblait jamais avoir froid, peu importe à quel point sa robe était sans manches. Puis elle me remarqua. « Oh, dit-elle. Vous devez être Dana. » Ça dépend de qui demande. Elle rit poliment, bien que je puisse dire qu'elle n'était pas sûre si je plaisantais. Eric intervint rapidement. Ma femme a un sens de l'humour très sec. J'ai tellement entendu parler de vous, dit Marissa. C'est déjà ça. Les doigts d'Eric se resserrèrent sur mon coude. Pas assez fort pour laisser des marques. Juste assez pour me rappeler que j'étais gérée. Marissa pencha la tête. Alors, que faites-vous maintenant, Dana ?
Avant que je puisse répondre, Eric intervint. Elle s'occupe de la maison. Je le regardai. De la maison? Tu sais ce que je veux dire. Non, dis-je, apparemment non. Harissa devint soudainement fascinée par son champagne. Eric força un rire. Dana travaillait dans le renseignement militaire. Analyse de données, corrigeai-je. Techniquement vrai. Et techniquement pas toute l'histoire. Eric sourit étroitement. Elle est modeste. Non, dis-je, je suis édité. Cela fit plus d'effet que je ne m'y attendais. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis Marissa lança à Eric un regard qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pas de la culpabilité, de la conscience. Elle savait exactement comment il me traitait. Un serveur passa avec des verres de bourbon. J'en pris un. Mon genou me brûlait maintenant. Trop de temps debout. Eric se pencha plus près sans bouger son sourire. Tu recommences. Recommencer quoi? Rendre les choses inconfortables. Je pris une gorgée. Tu as invité ta femme dans une pièce pleine d'étrangers et tu l'as présentée comme une cocotte minute de soutien émotionnel. Jésus-Christ, Dana. Marissa aperçut soudainement quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Oh, regardez. Le général Fournier est là. Tout chez Eric changea. Sa posture, son expression, même sa respiration. Le général Thomas Fournier était un de ces hommes dont la réputation entrait dans les pièces avant lui. Général 4 étoiles à la retraite, analyste militaire pour les chaînes d'information, membre du conseil d'administration de la moitié des entreprises de défense de France. Eric avait passé 2 semaines à parler de ce dîner comme si c'était le débarquement de Normandie. C'est lui, marmonna-t-il. J'ai supposé que les étoiles étaient un indice. S'il te plaît, murmura Eric. Ne dis rien de bizarre. Je le fixai. Eric, j'ai déjà informé des gens pendant que des obus de mortier atterrissaient à l'extérieur du bâtiment. Je pense que je peux survivre à un poulet parmesan avec des retraités riches. Tu sais ce que je veux dire? Encore cette phrase. Cette phrase que les gens utilisent quand ils ne veulent pas dire la partie laide à voix haute. Le général Fournier entra dans la salle de bal entouré de 3 hommes en costume. Les conversations se tournèrent vers lui comme des fleurs vers le soleil. Eric s'avança immédiatement. Général Fournier, monsieur. Fournier passa juste à côté de lui. Il ne ralentit même pas. Au début, j'ai pensé qu'il ne l'avait peut-être pas entendu. Puis Fournier s'arrêta directement devant moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Pas de surprise polie. De la reconnaissance. Une vraie reconnaissance. Eh bien, dit-il doucement. Je serai damné. La pièce sembla plus silencieuse tout à coup. Je posai mon verre de bourbon avec précaution. Bonsoir, général. Eric regarda entre nous. Déjà confus. Puis Fournier sourit. Pas le sourire public polissé de la télévision. Celui-ci avait l'air plus vieux. Plus lourd. Valkyrie. Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années. Pas prononcé à voix haute. Quelque chose de serré se déplaça dans ma poitrine. Ça fait un bail. Trop longtemps. Eric eut un rire nerveux. Vous vous connaissez. Le général Fournier ne le regarda même pas. Au lieu de cela, il tendit la main et prit fermement la mienne dans les siennes. Madame Valkyrie, dit-il assez fort pour que les tables voisines entendent. Nous attendions tous de vous rencontrer. Je sentis tous les yeux de la pièce se tourner vers moi. Le visage d'Eric se vida de couleur si vite que cela me surprit honnêtement. Général, dis-je doucement. Vous me surestimez. Non, répondit Fournier, pas du tout. Puis il jeta enfin un coup d'œil à Eric. Votre femme a servi ce pays dans des conditions que la plupart des gens ici ne survivraient pas 10 minutes. Eric déglutit difficilement. Elle ne me l'a jamais dit. Je le regardai directement. Tu n'as jamais demandé. Silence. Quelque part derrière nous, un verre de vin tinta contre un autre petit bruit.
Mais à ce moment-là, cela sembla aussi fort qu'un coup de feu. Eric me regarda comme s'il se tenait soudainement à côté d'une étrangère. Et pour la première fois depuis des années, je pense qu'il réalisa qu'il l'était réellement. J'ai passé les 10 minutes suivantes à me cacher dans une salle de bain en marbre qui coûtait probablement plus cher que ma première maison. Cela semble dramatique, mais honnêtement, j'avais juste besoin d'un endroit calme. La salle de bal en bas était pleine de bruit d'argenterie, de rires forcés et de gens qui parlaient les uns par-dessus les autres de contrats, d'abonnements de golf et d'opportunités d'investissement patriotique. Mon genou s'était raidi à force d'être resté debout trop longtemps, et chaque pas me faisait l'impression que quelqu'un broyait du verre brisé sous ma rotule. J'ai verrouillé la porte de la salle de bain derrière moi et me suis appuyé contre le lavabo. Pendant une seconde, j'ai juste respiré. Le miroir au-dessus du comptoir était énorme. Des lumières de vanité vive, sans pitié. J'avais l'air fatiguée. Pas fatiguée mignonne. Pas fatiguée qui a besoin d'un week-end au spa. J'avais l'air d'une femme qui avait passé des années à survivre à des choses que personne autour d'elle ne pouvait voir. La robe me serrait plus la taille qu'il y a 6 mois. Les stéroïdes après ma 2e opération ne m'avaient pas rendu service. Mon épaule droite était toujours légèrement plus basse à cause d'une ancienne blessure à l'étranger, et la cicatrice près de ma clavicule était passée du rouge vif au blanc pâle, mais elle était toujours là si on savait où regarder. Eric ne regardait plus jamais. J'ai touché le bord du lavabo et je me suis regardée. Les gens aiment dire des choses comme « Tu es encore jeune ». 43 ans, ce n'est pas vieux. Je le sais. Mais la douleur vous vieillit différemment. La douleur ne se soucie pas de ce que dit votre permis de conduire. J'ai roulé mon épaule avec précaution et j'ai murmuré « Tiens-toi droite, Dana ». Puis j'ai ri doucement. Se parler à soi-même dans les salles de bain de riches, cela ressemble vraiment au début d'une dépression nerveuse. J'ai éclaboussé de l'eau froide sur mes poignets et j'ai déverrouillé la porte. Une femme plus âgée se tenait dehors, attendant patiemment avec un verre de champagne dans une main et un petit sac à main noire sous le bras. « Eh bien, dit-elle, soit vous pleuriez, soit vous vous cachiez. Un peu des deux. Je respecte l'honnêteté. » Elle sourit chaleureusement. Fin de la soixantaine peut-être. Des yeux bleus perçants. Des chaussures chères mais sensées. Le genre de femme qui avait l'air d'avoir survécu à au moins 3 Noëls horribles et d'avoir gagné chaque dispute par la suite. Je suis Lorraine Picard, dit-elle. Veuve du corps des marines. 2 fois à la retraite de la patience avec les hommes. Dana Mercier. Ses sourcils se levèrent immédiatement. Mercier. Elle pencha légèrement la tête. Mercier, l'entrepreneur de la défense. Malheureusement, cela la fit rire. Oh, chérie, tu es vraiment drôle. J'étais plus drôle avant que les chirurgiens orthopédistes ne commencent à me faire payer un loyer. Lorraine baissa les yeux tandis que j'ajustais mon attelle de genou sous ma robe. Ce genou vous gêne? Seulement pendant les changements de temps, la marche, les escaliers, l'assise, l'existence. Ah. Elle hocha la tête, compréhensive. Donc, en gros, toutes les activités premium. Exactement. Elle se pencha plus près. Mon mari Émile disait que le vieillissement était la façon de Dieu de s'assurer que personne ne devienne trop arrogant. Alors Dieu fait un travail phénoménal sur moi. Lorraine renifla dans son champagne. Pour la première fois de la nuit, je me détendis un peu. Nous marchâmes lentement vers un couloir plus calme près de la bibliothèque. « Vous êtes militaire ?» demanda-t-elle. Et on ne cesse pas d'être militaire. J'ai absolument cessé, dis-je. L'armée m'a envoyé une lettre très officielle le confirmant. Elle sourit à nouveau. Tu sais ce que je veux dire? Cette phrase encore. Drôle comme elle sonnait différemment venant de quelqu'un de gentil. J'ai travaillé autour du CSCGGO, dis-je avec précaution. Lorraine s'arrêta de marcher. Oh, ce tout petit mot avait du poids. Les gens qui connaissent la culture militaire comprennent le silence autour de certains emplois. Vous n'avez pas à me dire quoi que ce soit, dit-elle doucement. Je ne le ferai pas. Intelligent. Nous restâmes silencieux un instant tandis que des rires s'échappaient de la salle de bal.
Puis Lorraine dit quelque chose qui me resta longtemps après cette nuit. Les hommes comme votre mari aiment se tenir à côté du sacrifice. Dit-elle, cela les fait se sentir plus grands. Je croisai les bras lâchement. C'est si évident. Chérie, je l'ai vu te présenter comme un meuble décoratif. Je poussai un éclat de rire avant de pouvoir me retenir. Zut. Désolé. Non, dis-je, vous avez raison. Lorraine prit une gorgée de champagne. Mon deuxième mari portait les histoires de service de mon premier mari comme si c'était ses propres médailles. Certains hommes collectionnent les personnes honorables parce que gagner l'honneur eux-mêmes semble épuisant. Cela fit plus d'effet qu'elle ne l'avait probablement réalisé, car Eric n'avait pas toujours été comme ça. C'était le pire. Les gens entendent des histoires comme la mienne et pensent que les femmes restent parce qu'elles sont faibles, aveugles ou désespérées. Parfois, on reste parce qu'on se souvient d'une version différente de quelqu'un, une version qui manque. Après ma première opération à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, Eric a dormi sur une chaise d'hôpital rigide pendant 3 nuits d'affilée parce que je ne pouvais pas sortir du lit sans aide. Je me souvenais encore de m'être réveillée à 2 heures du matin, me sentant malade à cause des antidouleurs. Ça va, avait-il murmuré immédiatement. Je crois que je suis en train de mourir. Tu ne meurs pas. Comment tu sais? Parce que les gens qui meurent ne se plaignent pas aussi professionnellement. J'avais ri si fort que mes points de suture me faisaient mal. Puis il m'avait tenu la main jusqu'à ce que je me rendorme. Cet homme existait au moins une fois, ce qui rendait le reste si déroutant. Lorraine me toucha légèrement le bras. Tu t'es égaré. Désolé. Mauvais souvenir. Bon souvenir, avouai-je. C'est généralement pire. Avant qu'elle ne puisse répondre, des voix s'échappèrent de la bibliothèque voisine. Des voix masculines. L'une appartenait à Eric. L'autre était inconnue. Lorraine vit immédiatement mon expression. Je peux disparaître si tu veux. Non, dis-je doucement. Écoutons. La porte de la bibliothèque n'était pas complètement fermée. Eric avait l'air tendu. Tout ce que je dis, c'est que Dana n'est plus tout à fait elle-même depuis un moment. Un homme répondit calmement. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire, elle a parfois des difficultés. Des problèmes de mémoire, des problèmes de médicaments. Je restai complètement immobile. Lorraine baissa lentement son verre de champagne. L'homme parla à nouveau. Vous faites référence aux analgésiques, entre autres choses. Je sentis une chaleur ramper lentement dans mon cou. La voix resta calme. Monsieur Mercier, c'est une chose grave à insinuer à propos de votre femme. Eric poussa un soupir frustré. J'essaie juste d'être transparent. Elle est confuse. Elle interprète mal les situations. Mon estomac se tordit. Non pas parce que j'étais choquée. Mais parce que soudainement, plusieurs petits moments étranges de la dernière année prirent tout leur sens. La façon dont Eric corrigeait parfois des choses dont je me souvenais clairement. La façon dont il plaisantait devant les gens sur le fait que j'oubliais des détails. La façon dont il avait ri et dit un jour, « Attention, le cerveau militaire de Dana est encore brouillé par tous ces médicaments. » Jésus-Christ. Il avait construit un récit. Lentement, avec précaution, l'étranger parla à nouveau. « Et vous croyez qu'elle interpréterait mal vos registres commerciaux? » Registres commerciaux. Le voilà. Je me suis avancé dans l'embrasure de la porte avant de pouvoir me raviser. Eric se figea au milieu d'une phrase. L'autre homme se tourna vers moi. Milieu de la cinquantaine, coupe de cheveux gouvernementale, costume sombre, définitivement fédéral. Eric se remit le premier. Dana. Non, dis-je calmement. S'il vous plaît, continuez. Apparemment, je suis confuse et cela semble important. L'homme tendit une main. Arrondelâtre, bureau de l'inspecteur général du Pentagone. Dana Mercier. Je sais qui vous êtes. Le visage d'Eric se crispa. Dana, cette conversation est privée. C'est drôle, dis-je, ma santé mentale ne l'est apparemment pas. Delâtre nous observa tous les deux attentivement. Eric força un sourire.
Tu te méprends. Est-ce que c'est le cas? Tu sais, tes médicaments affectent parfois, mes médicaments affectent mon estomac, l'interrompis-je. Pas ma capacité à reconnaître la trahison. Lorraine marmonna doucement, zut, sous son souffle. Eric l'ignora. Dana, on ne peut pas faire ça ici? Je le regardai directement. Tu as dit à un enquêteur fédéral que j'étais mentalement instable. J'essayais de te protéger. De quoi? De la précision? De l'âtre s'éclaircit doucement la gorge. Madame Mercier, dit-il prudemment. Seriez-vous prête à me parler en privé cette semaine? Eric répondit immédiatement, ce ne sera pas nécessaire. Je n'ai jamais quitté des yeux mon mari. Mardi me convient. Et pour la première fois de la nuit, Eric eut l'air sincèrement effrayé. 3 jours plus tard, des agents fédéraux se sont présentés chez moi à 6h13 du matin alors que je me tenais dans ma cuisine, vêtu d'une seule pantoufle et d'un vieux sweatshirt militaire avec une tache de café près du col. C'est comme ça que les événements majeurs de la vie se produisent, au fait. Pas avec une musique dramatique. Généralement avec du mauvais café et des articulations enflées. J'essayais de trouver ma deuxième pantoufle sous le canapé quand quelqu'un a frappé assez fort pour faire trembler les fenêtres d'entrée. Pas le coup poli d'un voisin. Le coup de personne avec des papiers. J'ai ouvert la porte, m'attendant peut-être à la police. Au lieu de cela, j'ai vu 6 agents fédéraux debout sur mon porche à côté de 2 VUS noirs. Et juste au milieu d'eux se trouvait le colonel Michel Dubois. Pendant une seconde, mon cerveau n'a pas réussi à le situer. Puis j'ai vu la cicatrice près de son sourcil gauche. Kaboul. Oh mon Dieu, dis-je doucement. Dubois me lança un sourire fatigué. Bonjour, Dana. Tu as vieilli. Tu es devenue plus méchante. La douleur fait ça. Ses yeux tombèrent brièvement sur mon attelle de genou. Ça te gêne toujours. Seulement pendant les intempéries, les escaliers, le stress et la démocratie. Cela lui arracha le plus petit soupçon de rire. Puis son expression se figea à nouveau. J'aimerais que ce soit social. Je regardai derrière lui les agents. Oui, dis-je. Je m'en doutais. Il brandit un dossier. Nous avons un mandat fédéral concernant Horizon stratégique du Faucon. Le nom me frappa l'estomac comme de l'eau froide. Je m'écartai sans discuter. Entrez. La maison sembla sous un coup plus petite avec autant de monde à l'intérieur. Cuisine de banlieue bon marché. Fougère à moitié morte près de l'évier. Factures empilées à côté du micro-ondes. Une poêle trempant toute la nuit parce que mon genou me faisait trop mal pour rester debout à récurer après le dîner. La vraie vie. Pas la version polie qu'Eric aimait montrer aux gens. Les agents se répandirent en bas silencieusement et professionnellement. L'un se dirigea vers le bureau d'Eric. Un autre photographia des documents près du bureau. Dubois resta près de moi pendant que je versais du café avec des mains tremblantes. « Tu en veux ?» demandai-je. « C'est terrible ?» « Absolument. » Alors oui, je lui tendis une tasse. Pendant un instant, nous restâmes silencieux, écoutant les tiroirs s'ouvrir à l'étage. Finalement, je posai la question qui me brûlait les lèvres. C'est grave à quel point? Dubois fixa son café avant de répondre. Assez grave, ils ont agi vite. Cela signifie généralement de l'argent. Cela signifie généralement des preuves. Je hochai lentement la tête. Cela avait du sens. Eric était devenu négligent dernièrement. Pas financièrement, personnellement. Les gens arrogants devenaient toujours négligents. Finalement à l'étage, j'entendis du mouvement, puis la voix d'Eric exploser au réveil. Qu'est-ce qui se passe? Des pas lourds tonnèrent dans les escaliers. Eric apparut, vêtu d'un pyjama à carreaux, en panique. Qu'est-ce que c'est? Cria-t-il. Un agent s'avança calmement. Enquête fédérale, monsieur. Eric regarda Dubois. Vous avez impliqué l'armée dans ça? Non, répondit Dubois calmement. Vous l'avez fait. Eric m'aperçut, debout dans la cuisine, tenant mon café,
et je vis le moment exact où il réalisa que je savais déjà quelque chose. Dana. Je ne dis rien. Cela le déstabilisa plus que si j'avais crié. Il passa les 2 mains dans ses cheveux. C'est ridicule. Un agent sortit 2 boîtes de dossiers de son bureau. Eric s'avança immédiatement. Vous ne pouvez pas prendre ça. Oui, nous le pouvons. C'est du matériel propriétaire. C'est du matériel potentiellement frauduleux. La pièce se tut. Fraude. Personne n'avait encore officiellement prononcé le mot. Maintenant, il planait là, dans ma cuisine, à côté des aimants de réfrigérateur et de la facture d'électricité impayée. Eric me regarda désespérément. Dana, dis quelque chose. Que voudrais-tu que je dise? Que c'est fou. Je m'appuyai prudemment contre le comptoir. Ma semaine a été assez chargée, Eric. Tu devras préciser quelle partie est folle. Il me fixa. Puis ses yeux se durcirent légèrement. Pas beaucoup, juste assez pour que je reconnaisse le changement. Le calcul. Un agent plus âgé s'approcha de Dubois, tenant un classeur. Vous devez voir ça. Ils l'ouvrirent sur la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvaient des diapositives de présentation pour les réunions d'investisseurs d'horizon stratégique du Faucon, des drapeaux tricolores, des photos d'anciens combattants, des images de stocks de soldats serrant des enfants dans leurs bras, puis mon visage. Je retins ma respiration pendant une demi-seconde. Une photo recadrée de ma cérémonie de retraite. Une autre de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Puis une copie scannée de ma citation de la Croix de la valeur militaire. En dessous. Crédibilité de conseil militaire appuyé par l'officier de renseignement de l'armée de terre à la retraite Dana Mercier. Je levai lentement les yeux. Eric, il déglutit. C'est du marketing. Marketing? Tu savais que j'utilisais ton passé. Non, dis-je doucement. Je savais que tu t'en vantais lors des fêtes. Je ne savais pas que tu attachais mes dossiers militaires à une fraude financière. Ce n'est pas de la fraude. Un agent leva les yeux de ses papiers. Monsieur, je vous recommande vivement d'arrêter de parler. Eric l'ignora complètement. Nous aidions les anciens combattants. Dubois parla avant que je ne puisse. Vous versiez de l'argent de donateurs dans des comptes coquilles liés à des achats de propriétés de luxe. Eric se tourna vivement vers lui. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le conseil. Non, répondit Dubois calmement. Je comprends comment fonctionne le vol. La cuisine redevint silencieuse. Eric se tourna rapidement vers moi. Dana, écoute-moi. Je croisai les bras. Non, c'est toi qui écoutes. Son visage changea. Pendant un instant, je revis la version plus jeune de lui. L'homme épuisé dormant sur des chaises d'hôpital. Le mari qui m'avait tenu la main après l'opération. Et cela rendait cela presque plus difficile. Presque. Je suis allé trop loin, avoua-t-il doucement. Cela arrive généralement quand les gens continuent de creuser. Je peux arranger ça. Avec quoi? Toi. Je ris en fait. Pas parce que c'était drôle. Parce que c'était incroyable. Tu veux que j'arrange une fraude fédérale? Tu connais des gens. Fournier te respecte. Le voilà. Quoi? La vérité? Eric s'approcha prudemment. Si tu te tiens à mes côtés publiquement, ça se calmera. Non, ça ne se calmera pas. Oui, ça se calmera, Eric, dis-je doucement. Tu as dit aux enquêteurs fédéraux que j'étais mentalement instable il y a 3 jours. Je nous protégeais. Tu te construisais une échappatoire. Ce n'est pas juste. Juste? Je le fixais. Tu as utilisé mon dossier militaire comme un code promo. Sa mâchoire se serra. Je me suis occupé de toi pendant des années. Celle-là porta. Parce que c'était vrai. Après les opérations, après les cauchemars, après les mauvaises nuits où mon genou se bloquait si fort que je pleurais en essayant d'aller aux toilettes. Eric m'avait aidé au moins une fois. Je suis resté, continua-t-il,
quand les choses sont devenues difficiles. Je regardais mon café. Froid maintenant. On n'est pas récompensé pour rester dans les vœux qu'on a déjà faits. Je t'aimais. Peut-être avouai-je que cela le surprit. Probablement parce que c'était la vérité. Puis mon téléphone vibra contre le comptoir. Numéro inconnu. Je répondis automatiquement. Allô? Une voix de femme. Madame Mercier, je fermai les yeux brièvement. Bien sûr, Marissa. Eric pâlit instantanément. Je dois vous parler, dit-elle rapidement. Je peux imaginer. J'ai tout donné aux enquêteurs. Eric inspira brusquement. Quoi? Je levai un doigt vers lui sans quitter le téléphone des yeux. Marissa continua, email, virement, reçu d'hôtel, les faux rapports de sensibilisation aux anciens combattants. Eric se jeta sur moi. Raccroche le téléphone. Je reculai immédiatement. Assieds-toi, Eric. Il se figea. Non pas parce que j'avais crié. Mais parce que j'avais utilisé ma voix de commandement. Je ne l'avais pas utilisée depuis des années. Apparemment, elle fonctionnait toujours. Marissa continua de parler. Il y a autre chose. Quoi? Il a rédigé une déclaration vous blâmant si cela sortait. La cuisine devint soudainement très silencieuse. Quel genre de déclaration? Son silence dura un battement de trop. Puis il dit, vos problèmes cognitifs liés au service militaire ont causé des défaillances comptables. Tous mes muscles se glacèrent. Eric détourna le regard et là, juste là, quelque chose en moi se brisa enfin. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste proprement, comme une corde qui se rompt sous un poids trop lourd. Envoyez-moi tout, dis-je calmement. Je l'ai déjà fait. Je mis fin à l'appel. Eric essaya une dernière fois. Dana, non. Tu ne comprends pas. Non. Je le regardai directement. Vraiment regarder. Et pour la première fois depuis des années, j'ai arrêté de voir mon mari. Tout ce que je voyais, c'était un homme prêt à m'enterrer vivante pour se sauver. 2 semaines plus tard, Eric organisa la collecte de fonds. De toute façon, cela m'étonne encore quand j'y pense. Des enquêteurs fédéraux fouillant ses finances, des donateurs devenant nerveux, des rumeurs se propageant dans les cercles d'entrepreneurs autour de Paris comme un incendie de forêt à travers l'herbe sèche. Et pourtant cet homme pensait toujours qu'un gala au bord de l'eau à Mont-Saint-Michel allait le sauver. L'arrogance est vraiment une sorte de lésion cérébrale. L'événement se déroulait dans une salle de banquet surplombant la baie du Mont-Saint-Michel, non loin de l'école navale. Nappe blanche, rideaux bleu marine, petits drapeaux tricolores plantés dans les centres de tables floraux comme des cure-dents patriotiques. J'ai failli ne pas y aller. Vers 16h cet après-midi-là, mon genou a tellement enflé que j'ai dû m'asseoir sur le bord du lit avec un sac de glace enroulé autour, en regardant ma robe pendre à la porte du placard. L'idée d'une autre salle de bal me fatiguait, jusqu'aux os. Eric se tenait dans l'embrasure de la porte, ajustant ses boutons de manchette. Tu es prête? Non. Il soupira. Dana, ne me fais pas de Dana aujourd'hui. Il se frotta le front. Nous devons traverser cette soirée. Nous? Oui, nous. Je ris doucement. C'est intéressant. Le mois dernier, tu me présentais comme un coussin décoratif. Sa mâchoire se serra. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs? Je levai les yeux vers lui. Tu as intégré ma crédibilité à ton modèle économique. Je n'ai rien intégré. Tu as lié mon dossier militaire à la fraude. Sa voix s'adoucit. S'il te plaît, on ne peut pas faire ça avant de partir? Je le fixai un long moment. La partie effrayante. Une petite partie de moi voulait encore le protéger. Non pas parce qu'il le méritait. Parce qu'après 14 ans ensemble, vos instincts ne disparaissent pas du jour au lendemain. Même quand quelqu'un vous trahit, une partie de votre corps se souvient encore de se tourner vers lui automatiquement. C'est la partie laide dont personne ne parle après l'échec des longs mariages. Vous n'arrêtez pas d'aimer quelqu'un d'un coup.
Vous arrêtez par couche. J'ai attrapé ma canne et me suis levé lentement. Une douleur a traversé mon genou assez fort pour me faire aspirer l'air entre les dents. Eric s'est instinctivement avancé. Ça va? L'inquiétude semblait réelle. Cela m'a presque mis en colère. Je survivrai. Le trajet jusqu'à Mont-Saint-Michel fut silencieux, à l'exception de la voix du GPS et d'Eric qui tapotait nerveusement sur le volant. À notre arrivée, le parking était déjà bondé. Anciens combattants, politiciens, entrepreneurs de la défense, médias locaux, des gens qui sentaient la faiblesse à des kilomètres, mais l'appelaient professionnalisme. À l'intérieur, un trio de jazz jouait près du bar tandis que des serveurs circulaient avec de la trempette au crabe et du bourbon. J'ai immédiatement repéré le général Fournier près de la table principale. Il me lança un regard, pas un sourire, pas une surprise, juste de la compréhension, comme s'il savait déjà que cette nuit allait faire mal. Eric passa la première demi-heure à faire comme si tout était normal, riant trop fort, serrant trop de mains, parlant plus vite que d'habitude, un homme en train de se noyer essayant de convaincre les gens qu'il aimait l'eau. Je restai la plupart du temps silencieuse. Quelques personnes m'approchèrent avec précaution. Certains anciens combattants reconnurent l'insigne de la croix de la valeur militaire cachée à l'intérieur de ma veste quand elle bougea légèrement. Un commandant de marine plus âgé acquiesça en le regardant. Je n'en avais pas vu une depuis un moment. J'aurais aimé la voir pour des raisons moins intéressantes. Il ricana doucement. Assez juste. De l'autre côté de la pièce, je surpris Marissa en train de regarder Eric près de la scène. Pas de robe argentée ce soir. Un simple costume noir, les cheveux tirés en arrière, ne lui touchant plus le bras. C'est drôle comme la romance meurt vite une fois que les assignations arrivent. À 19h30, Eric monta sur scène. La pièce s'assombrit légèrement. La conversation s'apaisa, et juste comme ça, il redevint l'Eric artiste. Bonsoir à tous. Applaudissements polis. Ce soir est consacré au sacrifice. J'ai failli fermer les yeux. Ce mot. Les hommes comme Eric aimaient utiliser des mots qu'ils n'avaient jamais portés. Il continua. Horizon stratégique du Faucon a été fondé pour soutenir les anciens combattants et les familles de militaires. Mon estomac se tordit, non pas parce qu'il mentait, mais parce qu'une partie de lui se croyait probablement. C'est ce qui rend les gens dangereux. La capacité de transformer l'égoïsme en héroïsme dans leur propre tête. Eric sourit à la foule. Et personne ne comprend mieux le service que ma femme, Dana. Quelques personnes se tournèrent vers moi. Je restai immobile. Elle a fait face à d'énormes difficultés depuis qu'elle a quitté l'armée. Le voilà. La mise en place, le doux petit récit qu'il avait construit. Femme brisée, vétéran confuse, instabilité émotionnelle, une police d'assurance, portant du rouge à lèvres. Et malgré tout cela, continua Eric, je me suis consacré à bâtir quelque chose de digne de gens comme elle. Les applaudissements commencèrent. C'est à ce moment-là que je me suis levée. Pas de manière dramatique. Honnêtement, sortir de la chaise me faisait trop mal pour être dramatique, mais les applaudissements s'estompèrent lentement de toute façon tandis que les gens me regardaient me diriger vers la scène avec ma canne. Le sourire d'Eric vacilla. Juste brièvement. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-il quand je l'atteignis, debout à côté de mon mari. « Dana, pas maintenant. » C'est généralement à ce moment-là que la vérité apparaît. Je tendis la main vers le microphone. Puis-je ? Sa mâchoire se serra. La pièce était devenue complètement silencieuse maintenant. Tout le monde sentait quelque chose. Eric hésita trop longtemps, alors je pris le microphone moi-même. Ma main tremblait légèrement d'adrénaline ou de douleur. Probablement les deux. Je regardais la salle de bal. D'anciens combattants, des conjoints de militaires, des donateurs, des journalistes, des gens qui avaient passé leur vie à reconnaître la tension avant les explosions. Mon nom est Dana Mercier, dis-je. Ma voix semblait plus assurée que je ne me sentais. Certains d'entre vous me connaissaient sous un autre nom autrefois. Le général Fournier parla doucement de la table principale. Valkyrie. Quelques têtes se tournèrent immédiatement vers lui.
J'acquiesçai une fois. Oui, monsieur. Eric avait l'air de quelqu'un à qui on avait vidé le sang du corps. Je n'aime pas les scènes publiques, continuai-je. En vérité, je les évite chaque fois que possible. Mais le silence coûte cher après un certain temps. Personne ne bougea. Personne ne toussa même. Pendant des années, dis-je, je me suis rendue plus petite pour que mon mari puisse se sentir plus grand. Je pensais que c'était de la loyauté. Il s'est avéré que c'était une permission. Eric s'approcha. Dana, non. Ses yeux brillèrent. Tu es émotive en ce moment. J'ai failli sourire. Le voilà encore. La stratégie. Elle est instable. Elle est confuse. Elle est émotive. Chaque femme de plus de 50 ans dans cette pièce reconnaissait exactement ce qu'il faisait. Je fouillai dans mon sac à main et en sortis un document plié. Juste un. À 16h cet après-midi, dis-je calmement, Horizon stratégique du Faucon a eu plusieurs comptes gelés en attendant une enquête fédérale pour fraude. La pièce changea instantanément, pas bruyamment. On pouvait juste le sentir comme une pression qui change avant une tempête. Eric m'attrapa le bras soudainement. Arrête. Je regardai sa main. Puis de nouveau lui. Non. Il baissa brusquement la voix. Tu nous humilies. Je libérai mon bras. Non, Eric. Je présente les gens à toi. Quelque part à l'arrière, une chaise gratta doucement. Le général Fournier se leva. Pas en colère. Pas théâtral. Il boutonna simplement sa veste de costume, me regarda, puis acquiesça une fois. Madame, monsieur. Et il sortit. C'était tout. Pas de discours, pas d'accusation, pas de cris, juste un départ. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Un colonel à la retraite à la table 6 se leva et le suivit. Puis 2 donateurs près des fenêtres, puis une mère de soldats, puis 3 officiers de marine. Un par un, les gens commencèrent à partir dans un silence complet. Les seuls bruits dans la salle de bal étaient des pas, des chaises qui bougeaient, de l'argenterie qui tintait légèrement contre des assiettes abandonnées. Eric regarda incrédule. Attendez, dit-il faiblement. Tout le monde attendait. Personne ne s'arrêta. Pas une seule personne. Une journaliste locale ramassa son sac à main et se dirigea vers la sortie tout en composant déjà son téléphone. Marissa se leva aussi. Eric la vit. Toi? Elle semblait épuisée. Tu as dit aux gens qu'elle était instable. Le visage d'Eric se crispa. Elle est instable. La pièce se figea. Je le regardai tranquillement. Et finalement, il dit la partie laide à voix haute. Elle me faisait me sentir petit. Il claqua des doigts. Chaque putain de pièce où nous entrions, les gens la respectaient davantage. Tu sais ce que ça fait? Je répondis honnêtement. Non, parce que je n'ai jamais eu besoin de voler le respect. Cela le frappa plus fort que si j'avais crié. À ce moment-là, presque tout le monde était parti. Des rangées de chaises vides s'étendaient dans la salle de bal. Eric se tenait seul sous les lumières de la scène, respirant difficilement, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, personne n'applaudissait plus. Eric m'a appelé 3 semaines après la collecte de fonds, depuis un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. À ce moment-là, ma vie était devenue étrangement calme. Pas paisible, exactement, juste plus calme. Le genre de silence qui s'installe après qu'une tornade a traversé une ville, et que tout le monde arrête enfin de crier assez longtemps pour regarder autour de soi. Je vivais alors dans une petite maison de location près de la baie de Saint-Malo. Revêtement bleu, petite véranda, une salle de bain avec des tuyaux qui gémissaient comme du bétail mourant chaque fois que je mettais l'eau chaude. Parfait. Pas de salle de bal, pas de sol en marbre, pas de prétention. J'étais à l'évier de la cuisine, en train de rincer des fraises quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu avant de pouvoir me raisonner. Allô? Pendant une seconde, je n'ai entendu que sa respiration. Puis, Eric.
Tu as l'air fatigué. Je m'appuyai contre le comptoir. C'est parce que je suis éveillé. Il eut un petit rire. Cela semblait rude. Pluvieux, d'une certaine manière. Comment vas-tu, demanda-t-il. Ça dépend. Tu demandes émotionnellement ou financièrement, Eric? Non, sérieusement. Une réponse coûte plus cher. Il soupira lourdement. Je mérite ça. Je regardai par la fenêtre vers la baie. Eau grise, ciel gris, quelques mouettes se battant pour quelque chose de mort. Très cinématographique. Qu'est-ce que tu veux, Eric? Une autre pause, puis doucement. Tu me manques. Celle-là fit plus mal que je ne m'y attendais. Non pas parce que je voulais qu'il revienne. Mais parce qu'une partie de moi se souvenait encore quand entendre cette phrase avait l'habitude de tout arranger. Maintenant, cela me fatiguait juste. Je crois, dis-je avec précaution, que tu regrettes d'être pardonné. Ce n'est pas juste. Non, répondis-je doucement. Ce que tu as fait n'était pas juste. Sa voix s'aiguisa légèrement. J'ai fait des erreurs. Tu as construit toute une entreprise en utilisant mon dossier militaire. J'essayais de survivre. J'ai ri en fait. Tu avais un revenu à 6 chiffres et un réfrigérateur à 20, Eric. Tu sais ce que je veux dire? Il y avait encore cette phrase. Toujours là pour remplacer la sale vérité. Je fermai les yeux brièvement. C'est grave à quel point? Silence. Puis l'entreprise est partie. Je ne dis rien. La maison aussi. Toujours rien. Et il parle de charge. Ma main se serra légèrement sur le bord du comptoir. J'aimerais pouvoir te dire que je me suis sentie victorieuse à ce moment-là. Non. Surtout, je me suis sentie triste. Pas pour son argent. Pour l'homme que je connaissais, ou que je croyais connaître. Tu m'as détruite, murmura-t-il. Cela fit finalement durcir quelque chose en moi. Non, dis-je calmement. Tu as construit ton propre effondrement. J'ai juste arrêté de me tenir en dessous. Tu penses que tu es innocente? Je pense que je t'ai prévenu. Tu m'as embarrassée devant tout le monde. Je ris doucement à nouveau. Eric, tu as passé des années à t'embarrasser. J'ai juste allumé les lumières. Il se tut. Puis vint le dernier geste désespéré. Celui qu'il avait, je crois, gardé. Je suis resté quand tu étais brisé. Cela frappa exactement où il voulait. Chambre d'hôpital, sac de glace, flacon de pilules, l'odeur d'antiseptique et de café bon marché à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Lui dormant à côté de moi dans cette terrible chaise. Il savait que ses souvenirs comptaient toujours. Et ils comptaient. Mais finalement, j'ai compris quelque chose d'important. L'amour n'est pas un contrat d'immunité à vie. Tu es resté, avouai-je. Sa respiration changea légèrement. Espoir. Puis je continuai, et j'en étais reconnaissante. Vraiment, Eric, mais m'aider à guérir ne t'a pas donné la propriété de ma dignité par la suite. Silence, long silence, puis doucement. Je ne sais pas quand tout a mal tourné. Je regardais autour de ma petite cuisine, la table de seconde main, les tasses dépareillées, le petit phare en céramique que j'avais acheté dans une boutique au bord de la route parce qu'il me faisait sourire sans raison. Moi, si, dis-je. Au moment où tu as commencé à aimer ce que les gens voyaient à tes côtés plus que la personne qui se tenait réellement là. Il ne répondit pas. Peut-être parce qu'il savait que j'avais raison. Peut-être parce qu'au fond de lui, il l'avait toujours su. Finalement, il dit, je t'ai vraiment aimé. J'ai dégluti difficilement. Parfois, dis-je, honnêtement, je pense que oui. Puis j'ai raccroché et ce fut la dernière fois que je parlais à mon mari. Un mois plus tard, les accusations fédérales sont devenues officielles. Fraude électronique, utilisation abusive de fonds caritatifs, fausse déclaration financière. Marissa a pleinement coopéré. La moitié des amis entrepreneurs qui tapaient Eric dans le dos ont disparu du jour au lendemain. C'est drôle comme la loyauté disparaît vite une fois que les assignations arrivent.
Quant à moi, j'ai commencé à mieux dormir. Pas toutes les nuits. Certaines nuits étaient encore difficiles. Mes genoux gonflaient toujours lorsque des tempêtes arrivaient de la baie. Je me réveillais toujours vers 3 heures du matin, parfois le cœur battant à cause de rêves dont je ne me souvenais plus entièrement. Et il y avait des matins où le chagrin s'asseyait à côté de moi au petit déjeuner comme une facture impayée. Mais quelque chose d'autre a changé aussi. J'ai cessé de me sentir invisible. Cette partie comptait plus que je ne l'avais imaginé. Quelques mois après la collecte de fonds, Lorraine Picard m'a convaincue de l'aider avec un petit groupe de soutien pour femmes vétérans à Bordeaux. Rien de fantaisiste, juste une aide pratique. Papier de l'administration, covoiturage, carte d'épicerie, s'asseoir avec des femmes après les opérations quand elles ne voulaient pas être seules. Des choses réelles, des choses utiles. Un jeudi après-midi, nous avons organisé une petite collecte de fonds communautaires dans une salle des anciens combattants avec du café brûlé et des chaises pliantes plus vieilles que la plupart des mariages. J'étais en train de disposer des biscuits achetés en magasin quand Lorraine est entrée, portant 2 sacs géants de chez Carrefour. Tu as acheté assez de snacks pour toute la façade atlantique. Tu serais surprise de voir à quel point les femmes deviennent émotives devant des mini-brownies. C'est juste. Elle a pointé mon ordinateur portable. Ce site web a toujours l'air terrible. Il est fonctionnel. Il a l'air d'avoir été conçu par un raton laveur pendant une panne de courant. Un raton laveur patriotique. Avant que Lorraine ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte. Le général Fournier est entré, vêtu d'un simple costume gris. Pas de caméra, pas d'entourage, juste un vieil homme portant un dossier sous un bras. La pièce s'est légèrement calmée. Il m'a immédiatement repéré. Valkyrie. J'ai secoué la tête. Tu continues à dire ça comme si je n'étais pas là avec les genoux enflés et des biscuits d'épicerie. Il a souri. Les légendes peuvent aussi acheter des biscuits à Carrefour. C'est rassurant. Il s'est approché lentement et m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Simple. Pas de langage militaire, pas de discours dramatique, juste une phrase. Valkyrie ne prend pas sa retraite. Elle change de champ de bataille. Je l'ai fixé plus longtemps que prévu. Puis j'ai ri doucement. Cela a l'air cher brodé sur un oreiller. Fournier a souri. Lorraine l'a dit la première en fait. De l'autre côté de la pièce, Lorraine a crié, bien sûr que si. Tout le monde a ri. Et debout là, dans cette vieille salle des anciens combattants, avec du mauvais café et des femmes se disputant des plateaux de brownies, j'ai réalisé quelque chose. Pendant des années, j'ai cru que la force signifiait survivre à la douleur en silence. Il s'avère que la vraie force, c'est de se laisser voir après. Non pas comme une héroïne, non pas comme une victime, juste comme une personne qui a traversé l'épreuve. Je ne suis toujours pas complètement guérie. Peut-être que je ne le serai jamais. Certaines blessures deviennent des colocataires, mais j'ai retrouvé mon nom maintenant, ma voix, ma paix, et personne ne les empruntera plus. Parfois, les gens qui parlent le plus fort d'honneur le comprennent le moins.